coup, l'idée, c'est de faire une petite démo. Une petite démo, du coup, sur la différence entre la programmation impérative et fonctionnelle. Donc là, je vous montre du code en haut, donc programmation plutôt orientée objet, tel qu'on l'a déjà écrit. Donc ça, c'est du Java. Donc on a une méthode qui s'appelle impérative, qui retourne une liste de strings. Voilà, pour certains, ça ne charge pas. Si vous voulez suivre Nephéline et Lucie, vous allez dans le GitHub, dans le README. Il y a un lien vers la présentation que je suis en train de faire. Donc vous aurez juste à avancer les slides et puis normalement vous devriez avoir l'équivalent du stream. Donc là en haut on a une méthode impérative qui retourne une liste de strings et qui prend une liste de strings. Donc cette méthode-là, elle est plutôt simple. Ce qu'elle fait en gros, c'est qu'elle prend une liste de strings avec éventuellement un contenu avec des uppercase, donc des lettres en majuscules, hein. Et après, elle va retourner la même chose, donc une liste de strings avec des lettres seulement en minuscules. Donc une méthode un peu simpliste, mais la première ligne, on déclare du coup un nouveau array list. Après, on itère sur chacun des éléments. Et pour chacun des éléments, on va faire element.toLowerCase et on va l'ajouter à la liste qu'on a déclarée. Donc, typiquement, ça s'appelle un accumulateur. Et après, on va retourner à l'accumulateur. Donc, j'écris le même code en programmation fonctionnelle en bas. La première chose qu'on remarque, c'est déjà, il n'y a pas de boucle for. Okay. Donc, un truc assez spécifique en programmation fonctionnelle, on n'utilise pas de boucle for. En tout cas, pas directement. On va utiliser d'autres mécanismes pour itérer sur des collections, mais on n'utilisera pas de boucle. La plupart du temps, on n'aura pas de structure de condition non plus, donc ni de if ni de switch. Okay, donc ça, on va le voir plus tard aussi. On va plutôt utiliser des fonctions qui vont faire des traitements sur notre donnée, mais on ne va pas nécessairement faire de conditions pour le faire. Okay. Donc si je compare les deux éléments, donc du coup ici j'ai mis en bleu ce que j'appelle l'accumulateur. Donc en fait c'est l'endroit où on va accumuler le résultat. Donc en programmation impérative, typiquement ce qu'on fait, c'est qu'on instancie un accumulateur au départ. Au milieu, j'aurais pu le mettre en bleu aussi, on fait lowercase.add. Donc on va ajouter du contenu à l'accumulateur. Et après, on va retourner ce machin-là. En programmation fonctionnelle, c'est un petit peu différent. On va faire l'accumulation de la donnée à la fin. C'est ce qui s'appelle une opération terminale. Donc en fait, on va instancier la liste à la toute fin de notre séquence d'opérations. Okay. Donc la deuxième chose qu'on fait en impératif, c'est qu'on fait une boucle for. Donc on fait for élément avec la syntaxe de la boucle for en Java. Si on regarde en programmation fonctionnelle, on fait element.stream. Donc stream, c'est une terminologie qui est spécifique à Java. En JavaScript, vous n'avez pas le mot-clé stream. Vous faites directement elements.map, elements.collect éventuellement. Il n'a pas en JavaScript, mais vous ne faites pas le point stream. Donc c'est une terminologie vraiment qui est spécifique à Java. Donc ça, c'est pour démarrer la boucle. Et à partir du moment où vous faites ça, ben, vous passez sur un stream. Donc en gros, c'est une suite d'éléments. Et la troisième chose qu'on fait du coup en impératif, c'est qu'on prend chacun des éléments et après on fait element.toLowerCase. Si on compare avec la manière dont on fait en fonctionnel, en gros en fonctionnel, on va tout simplement créer une nouvelle fonction. Donc en gros ici, ce que vous avez à l'intérieur du map, c'est une fonction. Donc c'est une fonction qui prend un élément et puis du coup qui va retourner le même élément mais avec son contenu retourné en lowercase. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer la correspondance entre du code impératif et fonctionnel en utilisant les couleurs, donc en gros les trois éléments. Donc démarrage de la boucle, donc qui est ici en fonctionnel. Okay. Ensuite, application d'une série de fonctions. Donc là ici, on en a une seule, donc c'est un map. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça fait map. Donc la fonction, elle est définie ici. Et puis ensuite, récupération de la donnée dans un accumulateur, donc qui est une liste de strings à la toute fin, ici. Okay. Donc là, on a un code qui est strictement équivalent entre le haut et le bas. Donc si je résume, du coup, on a le démarrage du stream sur une ligne, donc elements.stream. On a une liste d'opérations. Ici, je les dénote comme lazy parce qu'en fait, l'intérieur du map, donc cette partie-là ici,
n'est pas exécuté tant qu'on n'exécute pas. Oui, c'est une bonne question, les films. J'y arrive dans 2 minutes. Donc, ici, on exécute les fonctions qui sont à l'intérieur du stream seulement lorsqu'on a appelé l'opération terminale. Donc ici, to lowercase, c'est appelé, en fait, c'est pas exécuté. C'est pas exécuté tant qu'on n'a pas appelé l'opération terminale. Voilà, et l'opération terminale, en gros, ça va exécuter chacune des fonctions dans l'ordre qu'on les a définies. Okay. On peut avoir plusieurs maps ou plusieurs filters ici, donc plusieurs opérations, plusieurs suites d'opérations. Alors, il y a beaucoup de différences entre les deux, et chacun, en fait, entre l'impératif et le fonctionnel, et chacun sert son usage. La, la base de la programmation fonctionnelle vient des langages fonctionnels, donc il y a certains langages qui sont plus fonctionnels que d'autres. C'est un peu comme les types, c'est une espèce de spectre. Donc il y a des langages qui sont purs fonctionnels, il y en a d'autres qui sont, disons, purs orientés objet, il y en a qui sont un petit peu entre. Donc Java avait aucun mécanisme de programmation fonctionnelle dans le langage jusqu'à Java 8. C'était un langage, disons, presque pur orienté objet, et puis maintenant c'est un peu plus fonctionnel qu'avant. Si on compare avec d'autres langages comme Haskell par exemple, donc Haskell c'est un langage qui est pur fonctionnel. Donc je vais revenir à mon autre écran pour comparer les deux, et du coup on va se poser la question dans quel cas on choisit l'un ou on choisit l'autre. Donc je ne peux pas changer d'écran facilement, donc je vais le faire comme ça. Donc je vais revenir à mon IntelliJ ici. Il faut que je change le record. Très bien. Donc ici, j'ai mis une petite grille de comparaison entre la programmation fonctionnelle et la programmation orientée objet ou impératif qui vient de ce cycle-là. C'est un truc, comment dire, c'est une comparaison assez connue. Donc le premier élément, c'est que la programmation fonctionnelle utilise la donnée immutable. Donc si vous avez remarqué, à l'intérieur du stream, il n'y a pas de manière de modifier le contenu de la liste originale. Okay. Donc en gros, on va itérer sur la liste, et à la fin, on est obligé de retourner une nouvelle liste. On ne peut pas modifier son contenu. Donc ça, c'est une propriété très intéressante, c'est qu'en fait, l'immutabilité, ça nous permet de nous assurer qu'on peut faire du trading, hein. Donc on peut faire de la programmation la programmation parallèle, hein. Donc en gros de l'exécution parallèle sur notre donnée. À partir du moment où la donnée est mutable, ça devient très difficile d'exécuter plusieurs threads ou plusieurs programmes en parallèle sur la donnée. Donc ça, c'est un des usages de base de la programmation fonctionnelle, c'est que vu que les opérations sont nécessairement immutables, on peut exécuter le code avec plusieurs threads. Je vais montrer un exemple tout à l'heure sur un stream pour voir comment ça fonctionne. L'autre avantage, c'est un peu ce que je voulais essayer de faire ressortir dans la slide de tout à l'heure, c'est qu'en fait, on focus sur qu'est-ce qu'on veut faire et pas comment on veut le faire. Donc si je réécris ici l'exemple des slides, donc ici j'ai mes éléments, donc je démarre le stream. Et puis ici, je vais faire mon élément, je vais faire element. Et puis on disait, chacun des éléments, on va retourner to lowercase par exemple. Okay. Et puis je fais mon collecteur toList. Donc ça, c'est l'exemple qu'on a vu dans la slide tout à l'heure. Donc en fait, ici, à aucun moment, je dis comment je veux itérer sur la liste. Okay, je ne vais pas dire, tu prends le premier élément et ensuite tu prends le deuxième, etc. Je vais juste définir en fait les opérations une par une que je vais vouloir faire sur la liste, mais je ne vais jamais dire comment le faire. Ça veut dire que dans la programmation fonctionnelle, on ne va pas écrire de boucle à la main. Donc ça, c'est un avantage qu'on écrit une boucle à la main, mais en fait, on se retrouve à devoir spécifier comment on veut l'écrire. Donc on a parlé de différents types de boucles en Java, donc on a soit une boucle for, comme ça, for each. On a soit elements, une boucle for avec index, okay.
Donc là, ici, on spécifie comment on itère, alors que dans la programmation fonctionnelle, hein, c'est le moteur d'exécution derrière. Donc en fait, c'est ce qui est derrière le stream ici qui va définir comment on va itérer sur la boucle, sur la liste, pardon. Donc ça, c'est une autre différence entre les deux. Donc si, si par exemple on veut faire une itération un petit peu funky, donc par exemple on veut sauter, donc on veut sauter deux éléments à chaque fois, on va plutôt utiliser de la programmation de type impératif. Parce qu'ici, on va pouvoir définir de quelle manière on écrit notre boucle. Tandis qu'ici, en programmation fonctionnelle, si le moteur d'exécution ne nous permet pas de le faire, on ne pourra pas changer comment s'exécute la boucle for. Donc, dépendant du cas d'usage, on va vouloir utiliser une boucle for classique ou plutôt un stream ici, donc un stream sur lequel on va pas pouvoir utiliser on ne peut pas avoir changé la manière dont on a l'itération. Tout à l'heure, je parlais d'exécution en parallèle. Donc en fait, sur les streams, on a un truc qui s'appelle parallèle stream. Donc ici, la boucle for, elle va être exécutée par plusieurs threads en même temps. Donc en gros, s'il y a beaucoup d'éléments dans la liste, on va pouvoir accélérer notre traitement en lançant sur plusieurs cœurs de votre machine, par exemple, le traitement en parallèle. Ça, si vous le faites dans une boucle for, c'est vraiment très difficile à faire parce qu'en gros, il faut que vous synchronisiez vos modifications sur la liste d'éléments. Je vais revenir à mon petit tableau ici. Voilà, donc j'ai parlé de celui-là aussi, j'ai parlé de celui-là. Donc, side effect, ça revient à des données immutables. Donc, le reste, c'est moins important. Donc, en fonction du use case, éventuellement de la clarté de votre code, vous allez devoir décider si vous utilisez la programmation, disons, orientée objet ou impératif ou fonctionnelle. C'est aussi une question de goût et c'est une question comment dire, de règles d'équipe de dev. Okay. Euh, on va écrire les deux manières d'écrire le code, ici une à côté de l'autre, et puis éventuellement je vais vous demander votre avis sur lequel vous préférez. Okay, donc là je vais réécrire en haut ce que j'avais dans la slide. Donc je crée mon accumulateur ici, lowercase égale new array list. Et puis là je vais itérer sur les éléments, pour tous les éléments. Donc là je fais lowercase.add, je fais element.toLowercase, et puis ensuite je fais return lowercase. Ça je vais le mettre au pluriel, vu qu'il y a plusieurs éléments. Très bien. Alors, ça c'est le même code qu'on a vu tout à l'heure dans la slide. Donc déjà, on retrouve la même chose que sur la slide. Donc ici, la boucle for, elle est disons, cachée derrière le stream. Ensuite, on a une liste d'opérations. Et après, on a l'opération terminale. C'est moins le bordel que quand on l'écrit en impératif. Où en fait, on doit écrire la boucle for à la main. On doit ajouter à la main les éléments dans une nouvelle liste et la retourner. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou, disons, des commentaires sur le format impératif versus fonctionnel? Est-ce qu'il y en a un des deux que vous préférez? Mhm. Oui. Mhm. Oui, carrément. Ça a l'air plus propre. Mhm. Ok, très bien. Donc, je pense que dans plus propre, je pense il y a deux choses en particulier. Déjà, c'est plus court. Donc, il y a un peu moins de lignes, hein. Déjà, il y a moins de ce qu'on appelle du boilerplate. Donc, le boilerplate, c'est tout ce qui est les éléments de syntaxe en fait qui servent à rien vraiment à l'exécution. Donc, on n'a pas, bon, éventuellement pour enlever les moustaches ici, même si c'est mauvaise pratique. Mais on a moins d'éléments de syntaxe et de langage. C'est un peu plus direct aussi. Il va y avoir moins de code en général à écrire en programmation fonctionnelle. Donc oui, effectivement, ça c'est un autre avantage. Mhm, mhm. Alors tu parles, alors oui, c'est un peu confusant parce que il y a deux for each.
en Java. Donc en fait, ce machin-là, ça s'appelle un for each. Et il y a aussi le for each dans l'istream. Donc, si je viens ici, on peut faire elements.forEach. Je vais faire la différence entre les deux. Je vais faire un petit live code là dans 2 minutes. Je vais faire la différence entre les deux. Très bien, donc on a listé quelques différences. Je pense que les différences, les avantages et les inconvénients vont vous apparaître assez rapidement à partir du moment où vous allez commencer à utiliser l'un et l'autre. De toute manière, l'idée c'est de se faire la main dessus et se faire une opinion dessus. Il y a vraiment des moments où c'est mieux de faire une boucle for classique et il y a vraiment des moments où c'est mieux d'utiliser de la programmation fonctionnelle. Donc là aujourd'hui on va faire un peu les exos pour se faire la main. Demain on va se faire une session sur l'application Cities et on va refactorer du code en fonctionnel. Et là vous allez voir il y a vraiment des endroits où ça fait carrément du sens et il y a des endroits où c'est un peu superflu. Okay, donc ici du coup je vais déjà exécuter le code pour voir ce que ça donne. Donc en bas j'ai un main ici qui va... Ouais, oui carrément. Alors la question de Benoît c'est est-ce que impératif fonctionnel ça existe aussi pour le front? Au final ça existe dans tous les langages. C'est un style de programmation. Certains langages le supportent mieux que d'autres. Mais en fait là par exemple je vous montre du Java. Et si je viens ici, en fait en JavaScript, donc là je suis sur du JavaScript, donc ici j'ai une fonction impérative, une fonction fonctionnelle. Je vais peut-être pas montrer cet exemple là parce qu'il n'est pas clair. Ouais, par exemple celui-là, en fait si je regarde sur la liste de elements, donc là j'ai aussi une méthode map. Ok. Donc en fait, peu importe vous êtes dans quel langage de programmation, vous allez avoir comment dire, des options de faire la programmation fonctionnelle ou impérative. C'est un style de développement. On verra aussi la différence entre JavaScript et Java plus tard. Euh, Très bien, donc ici dans le main j'ai une liste de noms. J'appelle la méthode impérative, la méthode fonctionnelle avec la liste de noms. Donc si j'exécute ça, on va juste voir la sortie, voir ce que ça donne. Très bien, donc là en gros je voulais vérifier que j'avais le même résultat entre impératif et fonctionnel. Donc effectivement là ce qu'on a fait c'est on a fait le to lowercase. Donc en impératif, comment on va faire pour garder que les éléments qui commencent par T par exemple? Donc là ici, on va faire un if. Donc on va faire... est-ce qu'on a start suite? Ouais. Start suite T majuscule par exemple. Bah, du coup, on va garder l'élément. Ça ici, du coup, la boucle for, on la transforme en stream. Ensuite, le element.toLowerCase, donc c'est une modification, donc on transforme en map. Et si on a un if, on va utiliser ce qu'on appelle un filter. Donc déjà, si on regarde ce qu'on a comme opération sur un stream en Java, donc on a les différentes opérations. Donc map, c'est pour transformer un élément. Filter, c'est pour garder seulement certains éléments. Et puis collect, c'est pour retourner les éléments dans une collection, donc soit une liste, un set ou une map. Donc là, si par exemple je veux implémenter le if d'en haut, est-ce que quelqu'un saurait me dire comment faire? Mhm. Ouais.
Mhm. Ok, très bien. Ok. Donc très bien, donc ici qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a défini, merci Sako, on a défini une fonction ici, donc ça c'est une fonction en Java. La fonction a un argument. Donc vous avez déjà vu ça, en JavaScript c'est les arrow fonctions, donc en JavaScript c'est juste qu'on utilise le égal, mais c'est la même chose en Java. Ici, la fonction elle prend un argument, donc elle prend l'argument element, les parenthèses sont facultatives, et puis là ici on a le corps de la fonction. On peut, tout comme en JavaScript aussi, mettre ce qu'on appelle un body. Donc on peut ici ouvrir les moustaches. Quand on ouvre les moustaches, on est obligé de mettre le return. Si on ne met pas de moustache, donc en gros si on ne met pas de body, on ne doit pas mettre les moustaches. Ok. Donc ça c'est sans body et avec body, il faut mettre le return. Ok, les deux sont strictement équivalents. On peut faire qu'une ligne. Donc ici, je peux pas faire point et virgule et d'autres trucs, par exemple. Donc en fait, c'est un seul statement. Si tu veux faire plusieurs statements, tu es obligé de mettre dans un body. Donc ici, dans le filter, si je fais CTRL P, je vois ici que... Ah, mais peut-être que vous ne le voyez pas, en fait. Peut-être que dans le stream, vous ne voyez pas, donc je vais l'écrire ici. Donc en fait, le filter... euh, il va prendre un predicate de string. Donc predicate, en gros, c'est le terme en Java ou en programmation fonctionnelle. En programmation fonctionnelle, pour dire, en fait, c'est euh, une fonction euh, qui prend un string et retourne un boolean. Autrement dit, ouais. Si on regarde du coup dans map, qu'est-ce qu'il demande? Il demande une fonction. Donc map, il demande une fonction de string qui retourne aussi un string. Donc une fonction de string qui retourne un string. Donc dans IntelliJ, donc dans votre IDE, vous allez avoir le type de fonction ou le type de prédicat qui est demandé pour chacun des éléments. Donc filter va demander un type de fonction différent de map. Donc si on se pose la question de qu'est-ce qui est retourné par ce filter là, en fait ici ça retourne un boolean pour chaque élément. Donc en gros c'est true false. Et puis ici ça va retourner un string pour chaque élément. Donc là en gros ce qui nous reste c'est seulement deux éléments. Il nous reste Terpsichore et puis Thémis. Euh, en lowercase pour chacun des éléments. Est-ce qu'à la place du filter, on peut utiliser un ternary opérateur? Tu pourras pas l'écrire à cet endroit-là. Euh, en fait, tu pourras pas remplacer. En fait, tu pourras pas mettre autre chose. Alors attends. Non, tu pourras pas mettre un ternary opérateur à cet endroit-là. En fait, à partir du moment où tu démarres un stream, si tu veux enlever des éléments, parce que c'est ça que filter fait, je peux peut-être exécuter le code, ça peut être plus clair. Néphéline, j'arrive à ta question après. Donc, si on voit le nombre de les résultats ici, en fait, on se retrouve avec une liste avec deux éléments. Donc ça, c'est le résultat du filter. Vu que ici, le boolean, en gros, ce qui va se passer, c'est pour le premier élément, ça va être false, parce que c'est merop. Le deuxième, ça va être tr, donc ça va être true, après ça va être false, etc. Donc pour enlever des éléments, ou pour garder seulement certains, on est obligé de faire un filter. Et en gros, là, ici, on ne peut pas le remplacer par un opérateur ternaire. En tout cas, pas à cet endroit-là. Ok, pour répondre à tes questions, Benoît. Néphéline, dans ce cas-ci,
Oui, effectivement, il y a un ordre dans les fonctions. Donc le filter va être exécuté avant le map. Euh, En programmation fonctionnelle en général, si on prend la théorie en soi, c'est c'est pas nécessairement vrai. Euh, je vais pas aller dans le détail, mais en gros, bien évidemment que si vous faites un filter suivi d'un map, il faut qu'il y ait un ordre là-dedans. Euh, mais en programmation fonctionnelle pure, il y a des moments où vous savez pas dans quel ordre ça va être exécuté. Mais juste en Java et en JavaScript, c'est exécuté dans l'ordre dans lequel vous les écrivez. Ok, donc là, ça va être en gros filter suivi de map. Et en JavaScript, c'est la même chose. Ok. Vous allez voir une autre manière d'écrire. Ici, on écrit element.toLowerCase. Il y a une autre manière d'écrire ça et je vais terminer là-dessus. Donc ici, ça s'appelle une expression lambda. Il y a une autre manière de l'écrire en Java, ça s'appelle des méthodes références. Donc je vais réécrire le même code. Filter element start with t. Et puis ici dans le map, je peux faire une référence à la méthode. Donc, vous pouvez l'imaginer comme un pointeur vers la méthode. Donc là, je vais faire string, deux points, deux points. Et puis là, j'ai accès aux méthodes qui sont sur string. Ok. Donc là, je vais appeler startWith. Ah non, pardon, c'est toLowerCase que je vais appeler. toLowerCase. Et puis je vais finir mon collect avec le toList. Euh, En fait, entre ici, je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Donc ici, le string.toLowerCase et element ici, .toLowerCase, ça fait exactement la même chose. Euh, Vu que la syntaxe en haut elle est peut-être un petit peu obscure pour vous pour l'instant et la syntaxe en bas elle est probablement un peu plus accessible, je vous recommande d'écrire plutôt du code comme en bas, ok, donc avec une expression lambda. Gardez les méthodes références pour plus tard parce qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas les utiliser. Donc les méthodes références, par exemple le filter, je ne peux pas réécrire le filter avec une méthode référence, je peux que réécrire cette partie-là avec une méthode référence. Ok. Euh, Éventuellement, je vous expliquerai les contraintes nécessaires pour se dire ah là je peux utiliser une méthode de référence ou pas. Mais pour l'instant, juste écrivez en lambda. Juste si vous voyez du code comme là-haut, vous saurez à peu près ça, ça, ça correspond à quoi. Si vous êtes dans IntelliJ, vous pouvez faire Alt Entrée et en fait, il vous propose de convertir l'un à l'autre. Je crois que c'est disponible dans Eclipse aussi. Ok. Est-ce que la méthode reduce existe en Java et peut-elle remplacer le bootmap filter? La méthode reduce existe en Java, carrément. Alors, on peut regarder vite fait. Donc ici, stream.reduce. Et puis effectivement, la méthode reduce, elle existe. Donc en gros, la méthode reduce va prendre deux éléments. Donc je vais l'appeler élément 1, puis élément 2. Donc ici, ça c'est un exemple d'un binary opérateur. Donc pourquoi binary? C'est qu'en fait, ça prend deux éléments, donc élément 1 et élément 2, ce qui est différent d'un filter qui prend un seul élément. Et puis là, du coup, on va faire la réduction des deux éléments, donc on va les combiner ensemble. Est-ce qu'on peut combiner les deux ici? Euh, Probablement, ouais. On pourrait dire... Ouais, mais je suis pas sûr d'y arriver, et puis c'est pas hyper propre de le faire. Donc en gros, on pourrait faire if element starts with, et puis non, on pourrait pas le faire parce que si les deux éléments commencent par T, on n'arrivera pas à les réduire. Je crois pas en tout cas. Bonne question Benoît, mais je suis pas sûr que tu puisses. Dans le cas général, tu peux pas utiliser un reduce pour combiner et filter et map. On verra les reduce tout à l'heure. On verra un bon exemple de reduce, c'est une somme par exemple. Mais on verra l'exemple plus tard. Donc ça fait une mini démo sur la différence entre la programmation impérative et fonctionnelle. Je sais que c'est un peu rapide, c'est pas évident de commencer la programmation fonctionnelle. Si vous en avez jamais vu, ça pète un petit peu le cerveau.
L'idée, c'est de commencer avec des exercices qui sont relativement simples et qui vont crescendo en termes de difficulté. Donc si je reviens dans le README, alors déjà, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup sur ce code-là? Mhm, mhm, mhm. Ouais, très bonne question. Alors, dans l'API de Stream en Java, il vous donne des méthodes utilitaires. Ok, donc si on va voir la classe collector, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une classe. Alors, si je fais F12, vous verrez pas. Alors, attends, je peux faire ça. Vu que je suis en stream, vous voyez pas le. Ah, si, peut-être dans structure. Ouais. Puis je vais mettre. Right, top. Donc ici, du coup, j'ai la structure de la classe collector à droite. Donc en fait, en gros, c'est plein de méthodes utilitaires qui vous aident à écrire des streams. Donc au lieu d'écrire ce collecteur-là, par exemple, qui est carrément pas évident à écrire, ben en fait, il vous donne une méthode utilitaire qui vous retourne un collecteur préécrit. Ok, donc ça c'est plutôt pratique. Donc si on va voir ce qu'il y a un petit peu, il y a le connecteur qui s'appelle joining qui permet de joindre une liste de strings par exemple. Il y a un connecteur qui s'appelle counting qui vous permet de compter les éléments. Min, max, etc. Et puis si on descend un petit peu, on a toMap ici. Et normalement, on a toList, je sais pas trop où il est, toList ici. Donc en gros, c'est des collecteurs qui sont déjà écrits pour vous. Donc je vais revenir à mon code avant. C'est un peu le même pattern que. Moi, je reviendrai à ça. Donc en fait, sur collector, on a un paquet de trucs ici. On va pas passer à travers tous ces trucs-là en utilisation un peu avancée mercredi. On en verra certains parce qu'il y en a qui sont relativement complexes. Donc ici, sur collector, en gros, vous allez utiliser toList, qui est bien. En gros, qui va prendre tous les éléments restants de votre string, de votre stream, pardon, et créer une nouvelle liste avec ceci. Vous avez toSet et vous avez aussi toMap. toMap va vous demander de passer une fonction. Ça, on ne le verra pas tout de suite. Euh, Peut-être mercredi du coup. Juste à retenir du coup sur collector, il y a des collecteurs qui sont prédéfinis pour vous. C'est pour vous aider à écrire vos fonctions. Donc en gros, en fait, juste derrière, c'est en gros ce que ça fait, c'est pas magique, hein, ça fait new array list de machin. Et puis après, ça va faire list.add avec chacun des éléments qui ont été filtrés puis mappés. C'est pas sorcier, en derrière, il y a quand même le moteur d'exécution Java qui tourne, quoi. Bah, ouais, en fait, oui, c'est ça, bah carrément. Donc en fait, ici, on voit. Bon, le code est un petit peu obscur, mais en fait, ça en gros, c'est une méthode de référence vers le constructeur de ArrayList. Ok, donc en gros, c'est instancier une nouvelle ArrayList. Et puis ici, dans collecteur IMPL, je vais peut-être pas aller voir l'implémentation complète. Je sais pas si on peut le voir simplement à quelque part. Peut-être pas. Donc l'implément est un peu complexe, mais en gros, ça fait new ArrayList. Et puis après, ça fait list.add pour chacun des éléments. Il y a pas de magie là-dedans. C'est vraiment juste une ArrayList au final. Très bien. Donc je vais m'arrêter.